Est-ce qu'il nous fallait qu'on revienne ou il fallait qu'on reste cachés? Vous pouvez revenir. Je vais juste attendre qu'il y ait tout le monde qui se connecte. C'est toujours le moment bizarre dans les webinaires. On va attendre encore un petit peu. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Ah, il y a encore du monde qui arrive. Ouais, c'est pas grave, je vais commencer quand même. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence de la pépinière Espace Collectif. Aujourd'hui, cette conférence vous est offerte dans le cadre du guichet d'initiative. C'est un programme de la pépinière Espace Collectif et il est rendu possible grâce au soutien de la ville de Montréal. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous invite à visiter notre site internet pépinière.co. Aujourd'hui, durant cette conférence, nous allons aborder quelques pistes de solutions pour organiser des événements dans l'espace public durant le temps de la Covid et même après. Et pour cela, on a plusieurs intervenants cet après-midi. Tout d'abord, on aura Jérôme, qui est cofondateur de la pépinière Espace Collectif, et Luna Loranger, qui est aussi à la pépinière Espace Collectif en tant que coordonnatrice à la programmation. On a également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Julie Gauthier, qui est agente culturelle pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Et on a la belle équipe d'Audiogramme. C'est une maison de disques québécoise avec qui on a eu un grand plaisir à travailler cet été au village au pied du courant. Moi, je me présente, mon nom c'est Isabelle, je suis la responsable des communications à la pépinière et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, un problème technique, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, puis je vous répondrai. Cette conférence va durer approximativement 1 heure et sera enregistrée, puis diffusée ensuite sur nos réseaux sociaux et partagée sur notre site web. Je vous enverrai également par courriel le lien pour regarder la conférence plus tard, puis vous pourrez également la partager. Qu'est-ce que je voulais dire de plus Oui, c'est une conférence en mode webinaire, donc vos micros et vos caméras sont fermés. Donc, une fois que les présentations de nos panélistes seront terminées, on va ouvrir une session de questions-réponses. Et pour participer, vous pourrez soit poser vos questions dans le questions-réponses en bas, il y a une petite option Q&A, soit vous avez l'option aussi de lever votre main. Puis à ce moment-là, je pourrai ouvrir votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Puis on va commencer par Jérôme qui va nous faire l'introduction de la conférence. Ouais, bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce que ma connexion est bonne ou c'était la connexion d'Isabelle qui sautait un peu? Ouais, c'est ma connexion qui saute, ouais. Ouais, c'est bon. Est-ce que donc là on voit l'écran avec l'affiche? Oui, c'est le bon écran, oui. Voilà. Alors attends. Mode lecture. Bon, alors ah non, j'étais en mode lecture. Voilà. Bon, donc bonjour à tous. Dans le fond, on va y aller vraiment par échelon. On va partir de la base qui est l'aménagement de l'espace, puis après ça, la programmation d'agrément, puis de plus en plus, on va aller vers ce qui ressemble de plus en plus à des grands événements en temps de COVID. Dans le fond, la grande question qu'on se pose et pourquoi on fait ce webinaire, c'est comment penser à une programmation des espaces adaptés à la COVID sans risquer que tout soit annulé, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de municipalités qui, malgré la COVID, ont quand même des budgets de programmation où il y a des organismes culturels qui doivent continuer à exister. Et en plus, on amène la question comment on peut faire ça, mais tout en créant un cadre structurant pour une relance de nos milieux de vie. Un point d'introduction, c'est que vraiment, la pandémie, ça a amené à considérer beaucoup plus la vie de proximité. Ça, c'est mon parc de quartier, puis j'ai quasiment passé tout mon été, puis le parc était pas mal plus rempli que d'habitude, puis je sais que je vais pas mal y passer tout mon hiver, puis même y faire du bénévolat parce que je sortirai beaucoup moins. Puis là, il y a un article, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, dans le Globe and Mail qui vient de sortir, mais en gros, qui explique comment la pandémie est en train de réinventer les villes.
pour des bonnes choses, puis vraiment surtout axé sur la vie de proximité. On parle beaucoup de la ville du quart d'heure, de 15 minutes en ce moment, puis on voit que ça a aussi un impact sur le milieu de l'événementiel ou de la programmation. Dans le fond, un peu, puis ça c'est un peu la vision de la pépinière, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a une espèce d'inversement. On est en train de passer de la notion de ville de distance à une ville de proximité, où toute l'offre de services ou même de programmation n'est pas forcément juste concentrée dans les centres, mais dans les quartiers ou dans les périphéries. Puis ça touche la programmation. En fait, on est en train, et puis on le voit, il y a plusieurs villes là, qui sont en train de faire ça aux municipalités, qui passent d'une logique de créer une destination. Mettons, ils avaient des budgets pour créer un gros événement annuel dans un lieu ponctuel, mais ce n'est pas possible du tout. Puis ils sont en train de passer à une approche de proximité. Donc, comment on peut prendre ce budget d'événementiel-là, mais plutôt que de tout annuler, apporter de la magie là où les gens sont. Donc, plutôt que d'être dans un lieu central, là où les gens habitent, dans les parcs de quartier, qui normalement ne seraient peut-être pas autant valorisés. Ça, c'est très schématique, mais tu sais, si on prend le coût type d'un événement, parce que c'est de ça qu'on parle, dans le fond, on veut planifier, on a des budgets pour certains acteurs. Comment faire? Le coût type, mettons 33% en planification ressources humaines, 33% en montage, démontage, ça dépend vraiment, puis 33% en opération. Ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a des besoins, il y a des besoins pour des équipements types pour les événements, que ce soit des halles multifonctions comme les tentes blanches ou des kiosques plus avancés. Il y a des besoins d'espaces de service, de comptoirs, puis d'espaces de détente, de terrasses publiques. Puis il y a besoin de scènes tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'on peut planifier ces événements plutôt que de les faire juste ponctuels pour qu'ils peut-être restent dans les milieux de vie. Je prends l'exemple ici du marché du Nord, qui était un contrat pour faire un événement d'inauguration de la Grande Roue dans Montréal-Nord que vous voyez ici. Puis en fait, on a pris le budget événementiel, puis on a construit ces halles qui existent encore de nos jours, puis qui sont opérées par des organismes locaux qui font des marchés solidaires. Donc, un peu comment passer de la tente blanche à comment on pourrait venir créer des nouvelles halles de marché dans les quartiers, des nouveaux kiosques de services qui peuvent servir à des cafés sur les parvis d'église ou des nouveaux gazebos qui pourraient tabler sur utiliser des budgets événementiels pour créer des nouveaux équipements. Puis ça a beau être des équipements qui coûtent pas tant. C'est des équipements qui sont durables et puis qui sont pétéisables. En tout cas, on peut les immobiliser pour parler le langage municipal. Et en fait, on le voit beaucoup, puis on en parle beaucoup avec des divisions de culture, sport et loisirs, comment on peut construire le canevas de base pour créer des nouveaux plateaux d'intervention. Donc ça se dit beaucoup dans le milieu, comment on peut passer d'une logique de loisirs ou de culture à remplir un calendrier, à plutôt une logique d'avoir des différents plateaux où les services de la ville viennent créer des événements, mais aussi comme ces lieux existent en permanence, il y a aussi des organismes locaux ou des citoyens qui peuvent davantage créer de choses et les lieux s'autogèrent un peu plus. Donc, tous ces équipements, là, les kiosques de marché, les gazebos servent à créer des espaces culturels extérieurs, du sport et loisirs, une offre alimentaire ou des services de proximité, renforcer l'achat local, des offres de marché, marché de Noël même par exemple, verdissement, vie communautaire et développement social. Puisqu'on dit en fait pourquoi on rattache ça aux événements, ça c'est la logique qu'on a appliquée cet été, que Luna vous présentera plus en détail, c'est qu'on s'est dit au printemps, même si on ne peut pas forcément faire nos projets au complet, on va y aller par étapes, puis on va au moins faire la couche de base qui est créer l'attrait des espaces publics, puis investir dans les infrastructures comme justement cette halle à Bellerive dont on parlera tout à l'heure. La deuxième couche, c'est on peut ajouter des marchés, tout ce qui est vente au comptoir, take-out ou cuisine de rue, c'est quelque chose qui est permis. Troisième couche, c'est des offres qui permettent de rester plus longtemps comme café, buvette ou des concerts d'agrément. Donc, on commence à pouvoir faire de la culture dans la troisième couche. Et vraiment, le top, la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir faire des événements qui sont plus structurés. Puis ça, en fait, Audiogramme en parlera. On a appliqué cette logique cet été sur les sites de la pépinière, puis ça a permis d'arriver jusqu'à un summum où Audiogramme a pu faire quelque chose qui a été fantastique vraiment pour les visiteurs qui l'ont fréquenté. Tout ça, ça permet pour nous en fait de contribuer avec nos budgets d'événementiel à améliorer ce qu'est les espaces publics. Ça, j'y vais très rapidement, mais ça, c'est la couche d'infrastructure publique, la base des espaces publics, comme un parc typique de proximité où il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Mais avec les choses qu'on amène, qu'on peut amener de la culture ou des groupes locaux, on vient créer cette deuxième couche qui favorise le fait que ces espaces sont vraiment des lieux rassembleurs au cœur des quartiers et des villages. Puis c'est les rassemblements quotidiens, les rassemblements de voisins, marchés, événements, etc., services de bouffe, puis j'en passe. Et on voit c'est une diversité de choses
qui crée un peu en placemaking ce qu'on appelle le power of 10+. C'est comment il y a 10 choses et plus à faire dans les espaces publics qui créent de l'attrait pour une diversité de clientèle et favorisent que les lieux soient vivants au quotidien, été comme hiver. Puis je suis déjà sur la fin, donc j'aurais tenu mon temps, Isabelle. Tu sais comment, donc c'est un peu cette vision, puis encore une fois, on le voit en ce moment dans plusieurs municipalités, on passe de grands événements à venir renforcer la qualité dans des parcs de proximité, là où les gens habitent, puis comment on peut utiliser ça, ce moment-là, pour un peu recréer la vie de proximité, recréer la place du village, qui sont des lieux qui vivent, oui, sur des bases événementielles, qui peuvent être des lieux de grand rassemblement, mais qui apportent aussi une vitalité du quotidien. Qui créent des rendez-vous hebdomadaires de plus petite envergure, mais comme les marchés publics ou les pianos pique-niques qu'on fait dans certains projets qui sont des traditions de quartier, jusqu'aux grands rassemblements. Puis, ça reprend la slide du début, mais pour vraiment inverser cette logique d'avoir créé une ville où il faut toujours se déplacer pour aller voir quelque chose, des grands attraits, et plutôt donc l'étalement urbain qu'on a bâti dans les dernières années et tout, puis plutôt aller vers une vision de ville, de village où on renforce la vie de proximité, on renforce l'offre de services là où les gens habitent avec des milieux de vie complets pour avoir plein d'impacts sur un tissu social plus fort, mixité intergénérationnelle, vie de communauté, identité, sentiment d'appartenance, attachement, voisinage et tout ça. Voilà. Ben, merci Jérôme pour cette introduction et puis pour avoir respecté le temps. On connaît, hein? Puis, donc, pour faire suite à cette introduction, je vais laisser la parole à Luna, notre coordonnatrice de programmation à la Pépinière, qui va justement vous parler de ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu mettre en place sur nos différents espaces cet été. Oui, parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je vais mettre ma présentation. Juste un petit instant. Parfait. Donc, est-ce que vous voyez oui. En grand écran? C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Donc, je me présente. Mon nom est Luna. Je suis coordonnatrice à la programmation pour la Pépinière. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques pistes de solutions qu'on a trouvées. En fait, cet été, la Pépinière a activé 3 sites. Ça nous a permis de tester plusieurs choses en programmation. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, une fois que nos lieux ont été établis, on a déployé de la programmation en fonction des règles sanitaires en vigueur. Le code de couleur n'avait pas été inventé encore à ce moment-là, mais pour le bien de la présentation, je les ai quand même catégorisés selon les 3 zones dont vous voyez à l'écran qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en zone rouge, on peut penser à mars à juin où les rassemblements étaient carrément interdits. Zone orange, juin, juillet, où c'était de 25 à 50 personnes. Puis zone jaune de août à septembre, où là, on était de 50 à 250 personnes maximum. Donc, pour ce qui était de la zone rouge, le but, c'était de créer des attraits, mais sans faire de rassemblement. Donc, le noyau était vraiment de créer comme un attrait comme un marché fermier, qui était un besoin essentiel. À ça, on ajoutait de la cuisine de rue comme des food trucks où les gens pouvaient prendre des commandes pour emporter et les manger sur le site directement. À ça, on ajoutait de la musique live, donc un musicien ou une musicienne qui était là pour mettre de la musique d'ambiance. Donc, voici l'exemple du marché fermier à la halte Belle-Rive dans Tétroville qu'on a fait cette année. On a, pour ce qui est de la cuisine de rue, restaurant Maki Yasolo, qui était toute la saison au village au pied du courant. 3 de nos musiciens sympathiques qui ont participé aux journées du marché les samedis au Parc Belle-Rive. Donc, la stratégie de réussite en zone rouge, c'était vraiment de créer un attrait autour des services essentiels. Ça permettait de créer un rendez-vous hebdomadaire, de contribuer à l'économie locale et de créer un peu de magie dans la vie des gens avec la nourriture et la musique. Donc, pour ce qui est de la zone orange, là, on passait plus à une ambiance musicale. Donc, on faisait un ajout de mini-concerts assis et de DJ d'ambiance. Là, je vous montre des photos du village au pied du courant où, justement, les visiteurs pouvaient assister à des concerts tout en étant assis.
Ça, c'est les jardineries où les gens pouvaient prendre un verre, discuter et apprécier la musique d'ambiance. La stratégie de réussite, encore une fois, là, c'est en zone jaune. La communication était volontairement peu détaillée. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les sites et l'offre alimentaire au premier plan de nos communications sur les réseaux sociaux. Puis on ajoutait qu'il allait avoir une ambiance musicale tout en gardant ça comme un élément de surprise. Pour ce qui est du choix musical, on choisissait des styles musicaux qui pouvaient ne pas inciter les gens à danser. On prévenait nos DJ que l'idée, c'était pas de créer un dance floor, mais bien de créer une belle ambiance agréable pour les gens. Puis pour ce qui est de la sécurité, en tout temps, on avait la présence de sécurité sur le site qui contrôlait le nombre de personnes admises. À l'entrée, la sécurité prenait aussi le nom et les coordonnées de chaque personne. Comme ça, si jamais on avait quelqu'un qui était déclaré positif à la COVID, on pouvait contacter tous les gens qui avaient passé pendant la journée qui auraient potentiellement été en contact avec cette personne-là. Pour la zone jaune, là, on pouvait commencer à avoir une vraie programmation culturelle, mais tout en étant contrôlé. Donc, on ajoutait des groupes de musique, des prestations de danse. On a Ilam ici, Trigode, qui était au village au pied du courant, Maracatu, Rayo de Oro et Oridance Création qui ont fait Haïti au pied du courant et Rio au pied du courant. La stratégie de réussite en zone jaune était davantage axée sur une communication plus détaillée cette fois-ci. Donc, le mercredi soir à 5 heures, on annonçait la programmation du week-end via un post sur Facebook. Puis en septembre, où est-ce qu'on a vu une baisse de l'achalandage, là, on commençait à créer des événements Facebook, donc un événement Facebook pour tout le week-end. On avait aussi un contrôle sur l'achalandage. Légalement, on avait le droit d'avoir 250 personnes sur le site du village au pied du courant, mais toutefois, pour des raisons de confort et de sécurité, on se fixait notre propre limite entre 150 et 180 personnes. Puis on adaptait la capacité maximale en fonction du type de foule qu'on avait à ce moment-là. Par exemple, si c'était un vendredi soir, beaucoup des jeunes, la musique pouvait potentiellement porter à danser, on gardait ça à 150. Puis si c'était par exemple un dimanche après-midi où c'était sensiblement des familles, on pouvait monter un peu à 180. Pour ce qui est de la fermeture hâtive, au lieu de fermer le village à 11 heures comme dans les années précédentes, on arrêtait la musique vers 9h, 9h30. Ça nous permettait de garder un certain contrôle sur le niveau d'alcool des gens, puis sur l'excitation aussi, afin qu'il n'y ait aucun débordement sur le site. On est déjà rendu au bilan. Donc, cet été, la pépinière a activé 3 sites. C'était 45 jours de programmation totale intersites, ce qui équivaut à 115 artistes différents. Et on est très content de pouvoir dire qu'on a eu 0 cas de COVID déclarés sur nos sites. Sauf qu'au-delà de ces chiffres-là, il y a des vraies personnes, des artistes, des DJ. J'ai récolté quelques témoignages, puis je voulais un peu vous les partager parce que je les trouve vraiment magnifiques. On a d'abord Amalia qui est ici, qui est une chanteuse qui nous dit « As a performing artist, playing for an audience is crucial to our mental health and wellness. » On a DJ Blessed qui nous dit « It was the highlight of the summer for the city. » On a Guillaume de Worldwide Sound System qui dit « 80% des événements pour lesquels nous étions bookés ou que nous avons organisés ont été annulés. C'est près d'1 an de travail qui est parti en fumée. Le village nous a donc permis de continuer à exister, de continuer à faire sourire les gens et donc de nous maintenir en vie tout en respectant les règles sanitaires. » Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné quelques pistes de solutions sur comment organiser de la programmation artistique en temps de COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Lona. C'est vraiment impressionnant de voir les commentaires des artistes, surtout. Ça fait chaud au cœur. Puis ça donne un peu de nostalgie de voir ces photos de l'été aussi, j'avoue, surtout par le froid qui commence à arriver.
Merci beaucoup, Luna. Puis on va passer maintenant à Julie Gauthier, agente culturelle de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et avec qui, si je ne me trompe pas, on a quand même un peu collaboré, notamment pour Belle-Rive. Donc, je te laisse la parole, Julie. Effectivement, tu as bien raison pour la halte Belle-Rive. Alors, bonjour et merci beaucoup de l'invitation, c'est gentil. Alors, effectivement, je suis Julie Gauthier, donc agente culturelle de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Moi, j'ai plus fait ma présentation en lien avec l'ensemble de toutes les actions qu'on peut poser dans notre programmation en quartier, dans notre arrondissement. Nous avons la chance d'avoir 2 maisons de la culture, donc celle de Mercier et celle de Maisonneuve, avec 4 bibliothèques sur le territoire. Donc, je vais plutôt vous parler avec un chapeau arrondissement et non relié à une installation particulièrement. Il est évident que cette situation exceptionnelle nous oblige à travailler différemment. En ce temps difficile, la solidarité et la mobilisation sont de mise car nous sommes plus forts, tous unis ensemble. Ça, on l'aura compris. Avec ce virus, ce confinement, malheureusement pour ne pas l'appeler la COVID-19, on doit tenir compte en tant que diffuseur maintenant de plusieurs facteurs. Les paliers d'alerte, comme on vient de mentionner, en lien avec les fameuses couleurs y étant associées, les conditions et autorisations qui changent selon la couleur ou même à l'intérieur d'un laps de temps dans une même couleur, comme exemple le nombre de personnes pouvant se rassembler qui varie, comme Luna vient de le démontrer aussi, les mesures d'hygiène et sanitaires qui doivent être mises en place, voire même de nouvelles clauses d'annulation pour les contrats. Donc oui, flexibilité, adaptabilité, souplesse et une grosse confiance en soi dans nos projets si on veut continuer à offrir ce baume de bonheur que les artistes donnent tant aux citoyens pendant cette période pas facile. Revenons maintenant il y a 8 mois. Oui, confinement total, tout est fermé, tout le monde est à la maison. On pensait au départ que ça allait peut-être durer 2 semaines, mais non, quelques mois, malheureusement. Alors, on a pensé comme première action à nos clientèles vulnérables, qui n'ont peut-être pas accès à l'Internet et qui le trouveraient un peu le temps long dans leur maison enfermée. Alors, les trousses culturelles sont apparues. On s'est associé avec les organismes qui sont en lien avec cette clientèle. Les tables de concertation du milieu, les organismes culturels partenaires de l'arrondissement et les 6 installations culturelles de l'arrondissement pour offrir ces trousses comprenant des idées créatives avec tout le matériel nécessaire dedans pour le faire et ainsi que des livres. J'ai été en contact direct avec ces familles et c'était très touchant de les voir et leur réaction extrêmement heureuse. C'était impressionnant de voir le besoin que ça leur faisait en eux. On venait de faire une différence dans leur vie. Plus de 400 enfants ont bénéficié de cette initiative. Par la suite, nous sommes tombés en zone verte. Et oui, disons-le, l'été nous a fait du bien. J'ai eu le privilège de pouvoir mettre en place avec ma collègue Pascale René-Decottret une programmation estivale extérieure à la grandeur de l'arrondissement sur une durée de 6 semaines avec plus ou moins 2 à 3 sorties par semaine. On a voulu investir et faire rayonner l'offre culturelle de façon équitable à travers les différents lieux et parcs dans notre grand arrondissement. Évidemment, on se devait de proposer une programmation qui permettait de mettre en place et de faire respecter sévèrement toutes les mesures d'hygiène et de distanciation, et ce, malgré la zone verte dont nous étions cet été. Aucune promotion, même pas sur Facebook, étant donné qu'aucun rassemblement n'était permis. Alors, dans ces conditions, il fallait choisir des lieux et des moments où on pouvait déterminer que les gens y étaient présents. De là, les 2 lieux principaux de l'arrondissement qui ont été animés sont la promenade Ontario et la promenade Belle-Rive. Ensuite, il fallait s'assurer de la collaboration des compagnies artistiques et des artistes, car les engagements leur étaient demandés dans des délais serrés. La programmation était composée majoritairement de déambulatoires pluridisciplinaires, sinon pas plus de 15 minutes en fixe, mais pour 3 propositions seulement qu'on a fait cet été. Nous avons eu la chance d'avoir aucune annulation. La collaboration des artistes était magnifique afin que les performances puissent se rendre aux citoyens, sachant qu'ils en avaient grand besoin. Pour notre part, étant donné qu'on était peu optimiste à recevoir du public en salle à l'automne, on a décidé de doubler l'offre d'emploi aux artistes durant l'été, ce qui nous a permis d'offrir plus d'une 50aine de performances avec plus de 90 artistes durant l'été dans plusieurs lieux de l'arrondissement pour recevoir des milliers et des milliers de sourires de leur part. La beauté de la chose est qu'avec cette nouvelle formule, nous a permis de découvrir que nous avons été à la rencontre de multiples personnes,
Famille, communauté culturelle, que nous n'aurions pas rencontrées sans cette formule COVID, puisque ce sont parfois des citoyens qui ne fréquentent pas les lieux culturels au moment précis où nous leur donnons rendez-vous. Arrivons à l'automne maintenant. On arrive vite dans la zone orange et ensuite rouge. Par contre, nous avions déjà décidé, comme je vous ai dit tantôt, de ne pas recevoir de public en salle. Puisque pouvoir seulement accueillir le 1/3 de la capacité de la salle, je n'étais pas convaincue. Afin de rester vivant et dynamique pour le milieu artistique, nous avons concentré nos énergies sur les expositions, les résidences d'artistes, que ce soit en art de la scène ou en art visuel, et les projets de médiation culturelle. Par contre, pour les expositions, malheureusement, nous avons dû fermer les portes suite aux mesures du gouvernement dès qu'on est tombé en zone rouge. Mais nous avions prévu une exposition numérique, technologique et interactive, entre autres à Maisonneuve et vue de l'extérieur du bâtiment, donc de la rue. Alors, notre concept demeurait à jour selon les consignes et nous avons prolongé la durée de l'exposition jusqu'en décembre à la demande de l'artiste. Ensuite, pour les résidences, nous nous disions qu'il serait important, après 5 mois de confinement, que l'artiste puisse sortir de son salon et lui permettre de pouvoir créer, répéter ou même adapter en mode COVID son œuvre dans des salles de spectacle étant leur milieu naturel de pratique. Nous avons donc rempli les calendriers pour les 5 salles de diffusion professionnelles des 2 maisons de culture de l'arrondissement dès septembre, de résidences d'artistes venant de toutes les disciplines artistiques en art de la scène, chansons, musique, cirque, danse, théâtre, jeune public. De plus, il faut savoir que le réseau Accès Culture à Montréal a procédé à un appel de résidence en art de la scène afin qu'un maximum d'artistes puissent bénéficier de ce soutien à travers l'ensemble des maisons de culture de Montréal. Pour les arts visuels, nous avons procédé à un appel à projet pour des résidences de création accompagnées d'ateliers de médiation culturelle dans l'arrondissement. À défaut de pouvoir offrir des plages horaires pour des expositions, les artistes peuvent tout de même travailler dans ces conditions actuelles, même en zone rouge, selon notre concept artistes en confinement. À la lecture des propositions, ce qui était frappant, c'est que les artistes ont rédigé leur projet en plein COVID et zone rouge. Je peux vous dire que ça transparaît à travers leurs idées créatives et que si, avec leur intervention dans la communauté, on peut aider la population à passer au travers, il y restera une trace, c'est garanti. Ce qui nous permet de réaliser en ce moment, en 2 mois seulement, novembre et décembre, car l'appel à résidence s'est fait en septembre et octobre, 5 projets de médiation avec des artistes en art visuel, soit in situ dans la population, donc hors les murs, soit par appel à participation sur les réseaux sociaux, ou encore soit par les artistes qui sont déjà en contact direct avec des clientèles vulnérables, où les centres sont toujours ouverts en ce moment pour leurs services et qui ont grandement besoin de ce contact culturel en ces temps difficiles. Sans oublier que cette programmation a été rendue possible grâce à notre médiatrice culturelle. Merci beaucoup, Marie-Laure, de ton énergie qui y croit tout autant que moi. Jusque-là, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas parlé de programmation virtuelle. Il est de naturel pour moi, en tant que programmateur, de garder le contact avec le public et les artistes de façon la plus vivante et dynamique qu'il est possible de faire. Par contre, en octobre, quand le gouvernement nous a annoncé la zone rouge, pour un autre confinement, je me suis dit que la fête de l'Halloween est très importante pour les enfants, pour les familles. Avant le confinement, nous avions prévu en équipe avec les 4 bibliothèques et les 2 maisons de culture de faire un parcours de contes dans les ruelles de l'arrondissement. Ne pouvant se réaliser, je me suis fait à l'idée d'une première proposition virtuelle. Je la voulais dynamique, complètement différente, avec un concept créé sur mesure. Donc, je voulais absolument proposer une œuvre qui n'existait pas avant la COVID, de façon personnalisée à notre clientèle en s'adressant directement aux familles de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. En Facebook Live, il était super important pour moi d'assurer la qualité de captation aussi et pouvant servir au minimum 2 disciplines artistiques. Cette fois-là, le conte a été créé dans l'installation immersive en art visuel de Anna Jane McIntyre, puisque nous n'avions pu ouvrir les portes au public pour son exposition, et jumelé au talent du conteur François Lavallée, qui nous a concocté une histoire prenant compte de l'œuvre dans laquelle il y était. J'ai réalisé que les familles étaient au rendez-vous et qu'elles ont tout de même besoin, malgré qu'il y a beaucoup d'écrans dans nos vies. Proposer virtuellement une création unique me parlait cette fois-là. Nous commençons donc dès cette semaine la co-création pour le concept de Noël.
On arrive vers la fin de mon intervention, mais cette semaine, nous sommes en pleine grande semaine des tout-petits. Ce qui m'amène à vous parler du retour des trousses culturelles, mais cette fois-là pour un atelier d'art culinaire ce dimanche en ligne où nous fournissons dans les trousses les ingrédients secs de la recette pour 200 familles avec des livres de recettes ainsi que des livres et des fiches d'apprentissage sur l'alimentation. Chaque famille doit s'inscrire et aller chercher sa trousse dans leur bibliothèque de quartier. Vous aurez compris que cette thématique de trousse nous permet de rejoindre des clientèles spécifiques. La première fois aux clientèles vulnérables, cette fois à la petite enfance, et probablement pour Noël, ce sera des trousses de création de cartes de Noël artisanales pour les personnes âgées afin de briser l'isolement et de créer le contact avec leur famille malgré le confinement et les contraintes. Évidemment, ces trousses ont été rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs organismes du milieu et les partenaires de l'arrondissement. Parlant de travail d'équipe, je ne peux laisser sous silence que ce type de programmation, et surtout en mode COVID, entre autres, demande la participation et l'intégration de mes collègues à l'arrondissement si on veut y arriver. Ces différentes propositions culturelles dont je vous parle se sont solidifiées en travaillant avec les 6 installations culturelles, en plus de compter sur la collaboration de plusieurs directions de l'arrondissement. La voirie, les parcs, les sports et loisirs, la dose, les événements publics, les études techniques et les communications. Et oui, ils ont tous participé pour ainsi assurer la mobilisation des différentes équipes impliquées, éviter donc les surprises sur le terrain, accélérer les autorisations et assurer le succès de l'activité. Je termine avec le petit dernier né, le projet de fil en culture. Comme je vous disais, on ne peut accueillir dans nos salles les spectateurs. Il est important pour moi donc d'essayer de garder le contact avec eux. En collaboration avec notre partenaire principal, l'École et les Arts, on a engagé un artiste chanteur qui fera des téléphones surprises à nos abonnés pour s'assurer qu'ils vont toujours bien, mais surtout pour leur chanter à l'oreille leur coup de cœur proposé par l'artiste. Ma conclusion se pointe vers l'hiver-printemps 2021. J'ai donc appris à développer les activités en prenant compte des plus grandes contraintes du gouvernement pour éviter la déception de devoir annuler des projets et on s'assure d'être COVID-proof, peu importe le palier d'alerte du gouvernement. Tant qu'on n'aura pas accès à nos salles, je préfère qu'on fasse le maximum de performances extérieures en autant que le palier d'alerte le permette pour garder le côté des arts vivants. Ça demande une quasi-planification au jour le jour qui suit les paliers d'alerte. Et oui, au lieu d'annuler, on ajuste constamment les projets. On programme en réaction avec les mesures imposées et avec beaucoup d'adaptations au fur et à mesure. Ce qui est très demandant, mais combien gratifiant. Ce que je vais me rappeler pendant longtemps est la rencontre avec les citoyens, l'émotion à l'état pur que nous recevons de leur part dans cette façon de programmer. Après la COVID, je suis convaincue que certaines de ces nouvelles pratiques de programmer vont rester tout en ajustant à l'état actuel de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Mais merci pour ces belles initiatives, non seulement pour le citoyen, mais aussi pour le citoyen artiste, parce qu'on voit qu'à travers toutes vos initiatives, c'était important aussi que les artistes aient leur place. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions puis des félicitations. Donc, on y reviendra après les présentations, notamment quelqu'un qui cherche probablement à te joindre pour avoir des idées de trousses. Donc, c'est plaisir, merci. Maintenant, je vais me tourner vers la belle équipe d'Audiogramme avec qui on a travaillé notamment cet été au village au pied du courant. Donc, je vous laisse, c'est à votre tour. Oui, bonjour. Alors, on va commencer par se présenter. Moi, mon nom, c'est Estelle. Je suis coordonnatrice des spectacles chez Audiogramme. Moi, c'est Mélanie. Je suis la directrice de la division spectacle chez Audiogramme. Et moi, je suis un peu celle qui n'avait pas rapport, qui est chargée de production en album de musique chez Audiogramme. Mais ensemble, on a fait ce beau projet-là à 3, dans le fond, qui était la plage musicale. Juste pour donner une petite idée d'où est parti le projet, en fait, Audiogramme, c'est vraiment une maison de disques
à la base. Donc, on fait beaucoup de production d'albums et production de spectacles, mais c'était la toute première fois qu'on mettait en place un événement de grande envergure comme la plage musicale. C'est pas dans nos tâches habituelles, mais en temps de COVID, je pense que tout le monde avait besoin de se réinventer un peu. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte pour mettre en œuvre cet événement-là, qui est la plage musicale. Dans le fond, ce qui est important de dire, c'est que ce projet-là, il est parti d'un plus petit projet qui était le lancement d'album officiel d'un des groupes qu'on voulait mettre de l'avant qui s'appelle Commande de bord. Dans le fond, Commande de bord était censé faire son lancement au FME, au Festival de musique émergente en Abitibi. Et finalement, avec tout ce qui se passait, on était vraiment incertains, puis on avait peur que le band n'ait pas une assez grande visibilité nécessairement, puis on voulait vraiment leur offrir leur premier lancement d'album, dans le fond, un lancement qui allait être comme différent puis qui allait attirer un grand nombre de gens. Puis c'est là qu'on a eu l'idée d'appeler le pied du courant. Dans le fond, Estelle a eu cette idée-là de pouvoir faire affaire avec eux. Puis c'était comme la première fois aussi qu'on se lançait dans un projet comme ça. Fait qu'Estelle, elle a approché le pied du courant qui, au début, était censé fermer en août-septembre. Donc, on essayait justement à la base de tout simplement pouvoir faire le lancement là. Donc, ensuite, en brainstormant par rapport à ce lancement-là, qui était supposé être un événement sporadique d'une soirée, on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un espèce de petit festival, parce qu'on a vu qu'il y a une porte qui s'était ouverte, parce qu'à ce moment-là, on avait le droit de faire des événements de 250 personnes. Ça venait tout juste d'être annoncé. Là, pour vous mettre dans le temps, on était au mois d'août. Donc, on s'est dit pourquoi on n'en profiterait pas. Tous nos artistes sont pas mal libres ces temps-ci et les autres artistes aussi. Donc, on s'est dit pourquoi on n'en profiterait pas pour mettre en œuvre un événement qui aurait lieu une fois par semaine dans le fond, 5 soirs au total, à tous les mercredis soirs de septembre. Donc, c'est là qu'on a lancé l'idée au pied du courant et qui ont accepté notre idée. En fait, là, il y a eu des questions de logistique qu'on a eu à régler avec eux, comme Stéphanie disait. Le site était censé fermer au mois d'août finalement, puis là, tout le monde a mis la main à la pâte, puis on a réussi à mettre en œuvre l'événement qu'on est vraiment fiers aujourd'hui de vous présenter. Puis ce qui est quand même fou de mentionner, c'est que, tu sais, parlant de programmation, justement, à partir du moment qu'on a eu le go du pied du courant, on était dans les environs de la mi-août, soit même plus fin août, on dirait le 20 août à peu près, là, je dirais dans ces environs-là. Ce qui fait que Estelle, Mel et moi, on a monté une programmation en une semaine. Puis c'est peut-être, mettons, ça qui est l'avantage de la COVID, si je peux me faire une blague parce que c'est pas vraiment un avantage, mais quand même, c'est que les artistes voulaient tellement faire des spectacles, les artistes étaient disponibles, puis il y avait beaucoup de spectacles qui avaient été annulés, que aussitôt quand on leur écrivait, il y a beaucoup de gens qui nous ont répondu en dedans de genre 2 heures pour nous dire oui, on est vraiment prêts, ça nous tente, puis tout ça. Fait que je pense que l'avantage que la plage a eu, c'est d'avoir des artistes qui étaient motivés puis des gens qui avaient envie de jouer, puis ça a vraiment procuré un bonheur, je pense, au niveau de tous les artistes qui ont pu participer à cette programmation-là. Juste pour mettre en contexte, habituellement, pour un festival d'assez grande envergure, les programmations se bookent environ, commence pratiquement 1 an d'avance. Puis là, on était à quelques semaines seulement, donc c'est allé vraiment, vraiment vite. Puis juste pour vous informer comment ça fonctionne, en fait, on a tout simplement contacté les agents de spectacle des différents artistes qu'on voulait sur le show. C'était important pour nous de pas seulement programmer des artistes audiogramme, mais dans le contexte actuel, on trouvait que c'était un bel événement pour joindre des artistes de différents labels. Donc, on a approché des gens de chez Bon Sound, de chez Ambiance Ambiguë. Donc, tu sais, si vous regardez la programmation plus en profondeur, vous allez voir que c'est vraiment des artistes qui sont pas juste des artistes audiogramme, mais qui viennent d'un peu partout. Puis ça, on trouvait que c'était important de mettre de l'avant l'esprit de collaboration dans ces temps vraiment plus difficiles pour la culture. Donc, c'est ça. Une fois qu'on a pu clore un peu la programmation, on a parlé de cachet avec les artistes et pour nous, c'était vraiment important, même si la situation financière en ce moment est vraiment difficile pour tout le monde, notamment dans le milieu de la culture. On trouvait ça vraiment important d'offrir des cachets qui étaient quand même assez élevés parce que c'est important de redonner puis pour nous, c'était pas un endroit où on voulait couper dans le budget. On trouvait que c'était
au contraire, que c'était vraiment important de garder des cachets vraiment raisonnables pour les artistes. Puis, ce qui est vraiment drôle aussi de mentionner, c'est que ça a commencé vraiment comme un petit projet. Puis j'aime toujours raconter un peu l'histoire que Estelle et moi, au début, dans le fond, on commençait à planifier tout ça. Et heureusement que Mélanie est arrivée dans le projet parce qu'au début, Estelle et moi, on pensait que le stage, ça pouvait juste être des petits razors, puis ça serait suffisant. Et c'est là, justement, qu'on a pu développer puis se permettre d'avoir un stage qui avait vraiment de l'allure, puis de créer un événement, finalement, qui a été vraiment plus gros qu'on le pensait. Je pense que c'est un peu la beauté, là, si je vous montre des exemples, justement, avec le pont à l'arrière, le gros stage, puis surtout, ce qui nous a attiré du pied du courant, c'est sa grande capacité, justement, en termes de superficie. Ça nous a vraiment permis de pouvoir respecter les distanciations sociales, notamment par leur mobilier déjà présent sur place, où on pouvait installer justement des groupes de 2, donc les gens pouvaient arriver et il y avait déjà une place où ils pouvaient s'asseoir, sans nécessairement que la place soit attitré, les gens pouvaient justement venir s'asseoir. Puis ça a été possible durant les 3 premiers spectacles, justement. Le site était vraiment déjà configuré parfaitement pour notre événement, en fait. Là. Ils avaient même déjà du mobilier qui faisait en sorte que les gens pouvaient rester distancés naturellement sans qu'on ait nécessairement à leur dire tout le long de la soirée. Puis il y avait, c'est ça, puis on a même fait aussi venir un food truck pour que les gens puissent manger sur place aussi. Oui, puis en fait, ce qui était intéressant avec le site, avec le mobilier, entre autres, c'est que c'était pas... Parce qu'il fallait imaginer un site qui divisait quand même les gens parce que tu veux pas... Tu sais, quand il y a un gros stage comme ça, les gens ont tendance à se rassembler vraiment à l'avant. Donc, c'est vraiment ça qu'on ne voulait pas qu'il se passe pour garder de la distanciation entre les gens. Donc, le mobilier était intéressant parce que c'était pas des chaises fixes, assises comme une salle de spectacle ou encore, tu sais, par exemple, au FME, je sais qu'ils ont fait des espèces d'emplois humains avec des grilles, mais nous, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Donc, avec le mobilier du pied du courant, c'était vraiment intéressant parce que ça disait les gens, mais ils se sentaient pas trop encadré. On sentait un peu, on gardait l'esprit du festival. On gardait l'esprit festival, en fait, exact. Spectacle extérieur, festival, mais tout en gardant en respectant en fait les critères qui étaient à ce moment-là de 250 personnes, puis la distanciation sociale aussi. Et justement, pour faire respecter tout ça, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'à l'entrée, évidemment, on avait un registre des noms aussi afin de s'assurer que les gens on sache justement qui était là. Ainsi, de cette façon-là, s'il y avait une éclosion qui avait lieu, bien, on pouvait contacter ces personnes-là directement pour leur dire. On est vraiment content de pouvoir mentionner qu'il n'y a eu aucun cas d'éclosion dans notre projet. Puis ça, c'était vraiment notre objectif numéro 1. Aussi, on avait des gardes de sécurité présents sur place justement pour éviter des rassemblements parce que c'est sûr que, par exemple, quand il y avait des familles, on autorisait d'aller s'asseoir sur une table à pique-nique, mais il fallait s'assurer que ce ne soit pas une gang d'amis parce que vraiment, nous, notre objectif, ce n'était pas de devenir un centre d'éclosion, mais de rester vraiment juste un festival agréable pour les gens qui s'ennuyaient de ne pas avoir eu de festival cet été. Puis j'ai envie de revenir un peu sur la programmation juste pour mentionner que oui, on était serré dans le temps, puis oui, on avait vraiment besoin de s'assurer que tout allait bien puis qu'on puisse avoir une programmation à sortir à temps. Mais quand même, on a vraiment eu envie, nous, de se permettre d'avoir une parité, de pouvoir respecter justement des valeurs qui étaient importantes pour nous, justement avoir une parité, avoir justement des artistes issus du milieu multiculturel. Donc, c'était vraiment, vraiment important pour nous tout ça. Puis je suis contente de pouvoir dire qu'on a réussi à faire ça en très peu de temps. Tu sais. Aussi, pour revenir un peu à la tenue de l'événement, on était conscient que, en fait, la capacité était de 250, mais en comptant les musiciens, les techniciens, le staff et tout, donc on pouvait seulement vendre 150 billets. Puis à Montréal, un spectacle extérieur de 150 billets, les billets s'envolent vite, on ne se le cachera pas. Donc, c'est 4 soirs complets. En fait, c'est les 5 soirs qui ont été complets en très peu de temps, mais on voulait quand même offrir la chance aux gens qui ont peu le temps de mettre la main sur un billet, de pouvoir y assister. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de faire une collaboration, en fait, avec CISM, qui est une station de radio, qui était sur place à chaque soir et qui enregistrait le spectacle et qui faisait des entrevues avec les artistes. Et
pour la première soirée, pour le lancement de Comment de bord, c'est une discussion en live qui a été faite. Et pour toutes les autres soirées, en fait, ça a été enregistré et mis sous forme de podcast sur la chaîne de CISM. Donc, même pour les gens qui n'ont pas pu y assister, c'était important pour nous de pouvoir le mettre sur une autre plateforme. Donc, même encore à ce jour, là, les gens qui n'ont pas pu y assister peuvent encore aller écouter ces spectacles-là. Puis, ce qui est important de dire, c'est que même si on était bien préparé, on n'est jamais 100% préparé à des décisions gouvernementales, ce qui malheureusement nous a empêchés de faire les 2 derniers spectacles. Malheureusement, en raison j'ai pas envie de dire de manque de communication, mais il y a eu des difficultés, par exemple, à avoir le go et l'autorisation de l'arrondissement, même si on avait la ministre de la Culture qui nous soutenait dans ce projet-là. Puis, à un moment donné, à un certain moment, on s'est dit on ne pouvait plus se battre avec ça parce que le plus important, il ne faut jamais l'oublier, c'est la santé. C'est sûr que, justement, vu qu'on arrivait en fin septembre, c'est sûr que les règles devenaient de plus en plus sévères. Puis, à un certain moment, justement, on a malheureusement eu à annuler les 2 dernières soirées. Puis ça nous a vraiment, ça nous a fait beaucoup de peine parce qu'on sentait vraiment qu'on était un événement qui était 100% dans le respect des règles sanitaires. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir justement qu'on voit à l'année prochaine si jamais on a une autre édition ou si jamais on retourne de l'avant avec ce projet-là, de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter cette situation-là parce que c'était vraiment très décevant de devoir annuler les deux derniers spectacles. Et je pense pas mal que c'est ce qui fait le tour de notre côté. Oui, voilà. Merci beaucoup, puis merci pour les belles photos aussi. J'ai vu qu'il y avait un de vos artistes aussi qui avait partagé une belle vidéo de son expérience au village. Donc, le village au pied du courant va la repartager si vous êtes curieux d'aller voir ça. Maintenant, je vais ouvrir la phase de questions-réponses. Donc, vous pouvez soit nous écrire dans le Q&A, soit, comme je disais tantôt, lever votre main pour que je puisse ouvrir votre micro. Puis, je vais peut-être commencer par une question à tous les panélistes, donc plus générale. C'est parce que tout ce dont on a parlé, c'est des exemples d'été. Mais comment envisagez-vous l'hiver? Parce que l'été, par exemple, au village au pied du courant ou dans l'arrondissement, c'était facile de faire des déambulations ou de faire des spectacles. Mais est-ce que vous avez des pistes déjà pour cet hiver, que ce soit en termes de spectacles artistiques ou de programmation plus comme des marchés ou quelque chose comme ça? Je vais commencer. Dans le fond, je pense qu'on a tous bien hâte au 23 novembre aussi, donc les mesures du gouvernement. Moi, j'ai appris à programmer en attendant les mesures. Donc, on espère de ne pas trop se faire d'idées à l'avance. Nous, l'hiver-printemps, probablement que dès que ça va pouvoir un peu déconfiner, je pense que on va ressortir à l'extérieur pour maximiser encore là le contact avec le citoyen. En sortant à l'extérieur, pour moi, comme je l'ai réalisé cet été, on a touché plus de monde que, exemple, si je remplis ma salle de spectacle à 400 personnes. Donc, c'est sûr que tant qu'on ne pourra pas faire de spectacle à capacité comble, je pense qu'on va continuer à, comme on se dit toujours, le fameux mot, à se réinventer. Mais les propositions, pour nous, en tout cas, on les crée au fur et à mesure, là, pratiquement de jour en jour, de mois en mois, là. C'est sûr que nous, de notre côté, notre événement s'appelle la plage musicale, donc on fera ça en hiver, malheureusement pour vous. Non, le ski musical, ça va être un peu plus compliqué, j'imagine. Non, c'est ça. Puis je ne peux pas jouer mes artistes sur une scène à -20, là, malheureusement. Chez nous, puis Luna pourrait en témoigner, c'est très dur de savoir si on va avoir de la programmation, donc avec, on va dire, des artistes qui font des performances, mais on se concentre sur d'autres types de programmation, des espaces qui sont interactifs avec du jeu libre. On ramène du curling à la montréalaise dans les espaces où certains arrondissements ne le permettent pas, d'autres le permettent. Donc, on est beaucoup dans créer, encore une fois, le socle des espaces, puis ce qui va créer un attrait minimal. Et si on arrive à un petit déconfinement, mettons en janvier ou en mars, ce seront des lieux qui seront prêts justement à pouvoir accueillir des programmations, par exemple avec Merci Hochelaga. Puis, je pense, ils ne sont pas invités aujourd'hui parce que je pense que ce n'est pas encore officiel, mais il y a des festivals des festivals d'hiver qui d'habitude font des gros événements en un lieu
qui sont en train de faire mettre sur pied des programmations que je trouve emballantes, là, justement, où si on prend l'exemple à Montréal, mais c'est pas eux, là, je sais pas ce qu'eux font, mais à Montréal, il y a la Fête des Neiges. À chaque année, c'est 3 ou 4 fins de semaine, puis c'est très gros, mais c'est un festival de destination. Les gens vont sur l'île Sainte-Hélène, etc. Et là, c'est comme si on prenait la Fête des Neiges, mais qu'on l'éclatait en 10 fêtes des neiges dans les quartiers montréalais. Alors imaginez avoir une petite fête des neiges au coin de votre rue, dans un parc de quartier, mais qui reste en plus pas juste 3 semaines, mais tout l'hiver, justement, pour étaler le fait qu'il n'y ait pas trop d'affluence au même moment. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est des choses géniales parce que, avec mes enfants, d'aller à la fête des neiges, des fois, c'est compliqué. Puis il y a toujours des moments de désagrément. Mais aller à la fête des neiges au coin de la rue, dans le parc, là, c'est vraiment fantastique. Puis une question plus précisément pour Audiogramme, pour cet été. Quelqu'un qui demande, est-ce que vous vidiez l'espace, donc le village au pied du courant, entre chaque artiste pour vendre plus de billets et rentrer plus de monde? Non, on faisait vraiment une série de 3 spectacles. C'est important pour nous que les gens aussi ne se déplacent pas nécessairement à Montréal pour avoir seulement un spectacle de, par exemple, je donne un exemple, le plus gros spectacle durait 50 minutes et le premier spectacle en durait 30. Donc, pour nous, c'était vraiment important de pouvoir offrir l'expérience de voir 3 spectacles de suite, surtout pour les gens qui sont fans de festivals ou même de spectacles. C'était l'occasion justement d'en voir 3 puis d'être vraiment... justement, de pouvoir en profiter au maximum. Oui, puis la logistique de ça, là, de vider la cité, pour moi, ça me semble beaucoup plus compliqué là, de vider pour après ça réintégrer les gens. En effet, oui. Au niveau sanitaire, ça aurait créé peut-être justement trop de risques d'avoir des gros groupes et tout ça. Donc, le but, c'était vraiment justement de pouvoir permettre aux gens de sortir. Oui, puis de créer une soirée, tu sais. Tu ne vas pas voir un show juste d'une demi-heure, tu vas passer la soirée là, prendre un verre, parce qu'il y avait un bar aussi, il y avait, comme je disais tantôt, on avait un food truck aussi. Fait que c'était vraiment comme une soirée que tu te payes, tu vas voir, voir des spectacles, puis boire un verre, puis ce qui était plus trop possible depuis. Non, c'est ça. Exactement. Puis justement, donc vous proposiez plus en mode festival parce que la zone le permettait. Mais avant ça, à la Pépinière, nous, on proposait plutôt des ambiances musicales. Puis donc, c'est une question qui nous a été posée. Sous quels critères sélectionnez-vous la musique d'ambiance qui ne prête pas à danser? Donc ça, je pense que même Julie, peut-être tu pourras y répondre. Mais Luna, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, en fait, c'était quoi tes critères de sélection d'ambiance musicale? On choisissait de la musique qu'on pouvait écouter tout en discutant autour d'un verre, autour d'une table avec des amis, sans que ça soit agressant dans nos oreilles. Aussi, on sait que si on allait dans la musique qui était comme caraïbienne, latine, africaine, il y a beaucoup de rythmes qui sont entraînants, qui donnent envie de danser. Donc ça, on dit aux artistes, vous pouvez le faire, mais choisissez vos chansons pour pas que justement ça soit trop entraînant. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un moyen de choisir les styles musicaux. Par exemple, aux jardineries, on a opté pour des soirées funk, soul, un peu de boogie, mais sans que ça devienne trop entraînant. Julie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Pour nous, tout ce qu'on a fait comme ambiance musicale demeure dans des déambulatoires. Donc, c'était des déambulatoires musicaux. Effectivement, donc, nous, on était de passage. Donc, on l'a fait, exemple, avec Baratanga, les tambours lumineux et musique du monde aussi. Beaucoup de percussions. Et donc, effectivement, étant donné qu'on était en mouvement, soit dans un parc, on était toujours dans un grand espace non plus. Donc, on n'était pas confinés dans un lieu où est-ce qu'il fallait gérer la distance des gens. Je pense que oui, nous, sur notre passage, on en a vu des gens danser, mais ils restaient à leur place. Ils étaient déjà donc au même endroit. Ça ne créait pas de rassemblement entre les danseurs. Ils n'avaient pas le temps puisqu'on était déjà partis. Oui, c'est ça. Mais pour vous, Stéphanie, Estelle, Mélanie, ça devait être quand même un beau challenge là, parce que les gens devaient vouloir là, participer, puis danser, puis se mettre vraiment en mode festif. Donc, ça a dû être vraiment un challenge pour essayer de contenir les excitations. Je dirais,
Je dirais oui et non, dans le sens que les gens, oui, avaient envie de chanter fort, de danser, mais je pense que j'ai l'impression que par respect pour les artistes qui étaient là, par respect pour nous qui avaient organisé tout ça, on dirait que les gens ont tellement bien respecté les règles. Jamais on a eu à distancer des gens. Alors, tu sais, comme... Fait que je dirais que peut-être que c'était une préoccupation qu'on avait, mais les gens ont été vraiment super respectueux des règles. Puis si les gens dansaient, ben, ils maintenaient quand même le 2 mètres de distance. Donc pour nous, c'était pas. C'est justement ça, vraiment, nous, l'avantage du pied du courant, c'est qu'il y avait tellement d'espace que oui, au début, il y avait un DJ set et après, il y avait un DJ set, mais la musique, oui, elle est entraînante, oui, on avait envie de danser, mais pour nous, c'était facile de pouvoir s'assurer que tout le monde respecte le 2 mètres puis reste, mettons, avec leur personne, justement, avec qui ils venaient voir le spectacle. Donc, pour nous, on pouvait se permettre de mettre vraiment n'importe quel style de musique parce qu'on avait cette liberté de l'espace-là qui nous le permettait. Là. Ouais. Et je pense que Jérôme et Luna, peut-être vous pouvez rajouter quelque chose là-dessus, mais nous, ce qu'on a vu à la pépinière, puis ça risque de rassurer tous nos participants ici, c'est que les gens respectaient parce qu'ils savaient que s'ils ne respectaient pas, ben, c'était le risque derrière de fermer un site ou de fermer un événement. Puis ça, ils n'en voulaient pas, là, ils voulaient profiter de leur été. Donc, je ne sais pas si Jérôme et Luna, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Ben, c'est clair que je pense qu'il y avait cette compréhension qu'on a la chance d'avoir des lieux puis des gens qui prennent en main ces lieux-là, donc il ne faut pas déconner. Et faut le voir un peu comme on était un peu un relais terrain de la santé publique. On avait des registres, on avait tout ça. Puis je pense qu'il y a tellement moins de risques de transmission en extérieur qu'en intérieur, que de permettre aux gens d'être là plutôt que de compenser en étant chez eux et inviter des amis, ben c'est tellement bien. Puis je pense qu'en plus, le sentiment de bonheur là, que Julie, tu l'as dit, tout le monde l'a dit autour de la table, des gens qui pouvaient avoir ça un peu cette année, c'est fou. C'est toute petite chose cette année est démultipliée. Donc, on n'a même pas à être trop perfectionniste puis s'en vouloir. Là, juste faire des petites choses, c'est pas forcément dangereux d'un point de vue santé publique. Puis le public respecte et ça lui fait beaucoup de bien. D'ailleurs, en parlant de santé publique, je vais donner la parole à un de nos participants, à Julie Châteauvert. Je vais ouvrir votre micro. Voilà, vous pouvez poser votre question. C'était peut-être plus un commentaire. Merci là, d'avoir pris l'initiative de ce webinaire-là. C'est très intéressant. Je vais me présenter, Julie Châteauvert, au bureau des événements à la Ville de Gatineau. Donc, nous, c'est surtout, là, on accompagne les promoteurs là, dans les grands événements. Un peu comme ce que je viens d'entendre, il y a eu plusieurs initiatives durant l'été. On parlait de la fête des neiges qui s'en vient où c'est éclaté. On a connu, nous autres, avec les grands feux du casino Laclimé, où à travers la ville, d'est en ouest, il y a eu 8 sites de départ de feux d'artifice. Donc, des fois, il faut tirer le bon de ça. Là. La COVID nous permet de se réinventer puis d'être créatifs. Il y a eu beaucoup et plusieurs initiatives, là, justement, d'apporter la programmation événementielle, culturelle et de loisirs dans les parcs à proximité. Par contre, où l'inquiétude est là, parce qu'on a consulté nos promoteurs, c'était correct en 2020, mais pour 2021 et peut-être même une partie de 2022, c'est parce que pour eux, c'est que la monnaie, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Là. Puis on sait qu'au niveau des commandites, bien avant la pandémie, c'était difficile également d'aller chercher de l'argent. Enfin, ceci étant dit, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même, au moins sur mon intervention sur la santé publique, puis il y a une question qui a été posée tantôt, est-ce qu'il y a des activités hivernales? On a une, c'est le bal de neige, qui est avec Patrimoine canadien, parce que vous savez, Gatineau, il y a une rivière qui sépare Ottawa, donc parfois, il y a de la production qui se fait sur les deux rives. Donc, on ne peut pas rassembler nos 300 000 visiteurs habituels. Donc, il y avait une possibilité de prendre les voitures et de circuler dans une zone où là, il y a 8 immenses sculptures de l'éclairage. Donc, on circule en voiture pour admirer le tout. Et là, le défi qu'on a depuis quelques semaines, c'est justement là, où Santé publique régionale peut refuser. Celle de Québec accepte, puis Sécurité civile qui est embarquée.
c'est autorisé dans une ville, mais pas dans l'autre. Donc, présentement, le bureau, pour surtout la prochaine année, dire, OK, là, parlez-vous, là, on va se parler parce qu'il faut être cohérent. On comprend qu'on est en train de bâtir l'avion en plein vol, mais ça fait quand même plusieurs mois, puis on ne peut pas se permettre cette façon de faire là, à court C'est tellement terme. vrai, ça. Je veux dire, mais je pense que tout le monde autour de la table a vécu l'Audiogramme avec le ministère de la Culture qui considérait que vous étiez vraiment moins pire qu'une salle intérieure. Vous étiez comme une salle extérieure de diffusion artistique quand c'était encore accepté, mais qu'on n'avait plus le droit de faire des rassemblements extérieurs de plus de 25 personnes. Nous, on le vit en ce moment pour l'hiver. Oui, vas-y. Ben, c'est juste que de notre côté, nous, il fallait prouver qu'on n'était pas un événement extérieur, mais bien considéré comme une salle de spectacle parce que les gens pouvaient s'asseoir. Donc, d'un côté, on avait justement la ministre de la Culture qui considérait que nous, on était une salle de spectacle, puis de l'autre, on avait l'arrondissement de Ville-Marie qui considérait qu'on était justement un événement. Donc, il fallait comme mettre les deux ensemble. En temps de pandémie, il n'y avait pas tant de temps, on dirait, de se parler. Puis nous, il y avait plusieurs. Au début, le village au pied du courant, on l'avait annulé au printemps, puis après, on l'a fait parce que les citoyens locaux disaient est-ce qu'on va avoir notre plage au coin de la rue? Donc là, on demandait juste. À un moment donné, on s'est fait dire oui, vous aurez une plage, mais avec 25 personnes de capacité. On était comme là, pourquoi on fait tout ça? On s'est beaucoup battu pour considérer qu'on avait un statut d'espace public. On a eu la confirmation qu'on avait un statut d'espace public, mais avec l'interprétation, il n'y a personne qui s'est mouillé à le valider. Donc, finalement, c'est la fenêtre de 250 personnes de rassemblement qu'on a utilisée. Parce que c'est un site fermé, fait que ça nous permettait de vraiment de respecter la jauge permise parce que le site est vraiment fermé. Oui, c'est bien de le préciser. Puis là, cet hiver, nous, ce qui est frustrant à Montréal, c'est qu'il y a vraiment une interprétation par arrondissement de la santé publique. Puis on peut faire des choses très innovantes à Montréal-Nord, mais sur le plateau, c'est compliqué. Je ne veux pas critiquer, là. Je veux dire, c'est compliqué pour tout le monde. Mais c'est sûr que, oui, il y a la santé publique de Montréal, il y a la santé publique régionale. À Québec, ils font plein de choses cet hiver, là. Et puis, il y a en même temps les services incendie qui sont délégués à l'application de la santé publique pour les événements. Puis tout ce que nous, on fait, c'est considéré comme des événements, comme avant tout, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les espaces publics, comme je vous ai présenté, là, pour faire que les gens aient plus d'occasions de sortir dans leur quartier. Parce que si c'est plate dans leur quartier, ils vont prendre leur auto puis aller dans d'autres régions pour profiter de l'hiver, puis on n'est pas plus avancé. Donc, je suis totalement d'accord avec le commentaire là, sur la cohérence entre les différents paliers. On arrive déjà à la fin de notre conférence parce qu'il est déjà 14 heures. Mais avant de vous remercier tous et puis d'arrêter le panel, Julie, il y a eu plusieurs commentaires par rapport aux trousses dont tu parlais tout à l'heure. Les gens demandent comment ils peuvent se renseigner plus, comment ils peuvent se procurer ces trousses et comment les répliquer ailleurs au Québec. Et mon doigt, mais dans le fond, les trousses, c'est vraiment une création de notre propre part, en collaboration avec toute l'implication des organismes du milieu et les organismes partenaires de l'arrondissement. Donc, c'est les tables de concertation, ça a été fait en lien avec eux. Donc, vraiment, la création, le matériel qu'on décide de mettre dedans, c'est vraiment avec tous ces organismes-là. Alors, c'est sûr qu'on a mis les livres, ça venait évidemment des bibliothèques, les jeux ludiques, sinon c'était des fois des idées créatives que les partenaires donnaient. Donc, on a monté comme une espèce de duotang avec les fiches, des fiches de coloriage, des fiches de création. Et pour faire la fiche de création, il y avait tout le matériel, que ce soit crayon, papier, carton, pour le réaliser. Et selon la thématique de la trousse, évidemment, ce qui est dedans change. Comme cette semaine, c'est les trousses d'art culinaire. Donc, c'est les ingrédients secs de la recette. Donc, c'est avec cuisine, c'est moi le chef. Donc, cuisine tes boules d'énergie. Donc, les ingrédients secs, c'était facile à mettre. Donc, du gruyot, des dattes, puis toutes sortes de choses comme ça. Que donc, les 4 ingrédients secs nécessaires pour la recette, ils ont été préparés. On a rajouté encore là des livres. C'est très important de conserver toujours le côté littératie aussi dans les trousses. Et puis, avec le matériel aussi, cette semaine, c'était la semaine des tout-petits qui fournissaient de certains matériels, des autocollants, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... c'est créé, dans le fond, les bibliothécaires aussi avaient imprimé, c'est eux qui avaient fait les suggestions pour des livres sur l'alimentation et aussi
les propositions pour les fiches sur l'alimentation. Donc, c'est vraiment un ensemble de personnes, je peux dire, qui décident. Comme Noël, bien, on part à zéro. Fait que c'est vraiment un concept qui a été inventé par nous. Donc, Et qui va être répliqué apparemment pas mal partout au Québec, mais c'est une belle initiative. bien, tant mieux, parce que ces actions-là, locales, de proximité avec nos clientèles, comme je dis, la trousse devient, dans le fond, un prétexte pour aller chercher une clientèle spécifique, souvent dans le besoin aussi, comme le Noël, c'était les aînés pour briser l'isolement. Donc, encourager, garder un certain contact pour eux avec leur famille. Donc, ils vont créer la carte de Noël pour leur envoyer. C'est aussi tout le côté développement social, culturel qui est important en pandémie, qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire sans la COVID. Ouais. Puis c'est peut-être des initiatives qui vont perdurer, comme tu le disais tout à l'heure. C'est des choses à répliquer même hors pandémie, quand les gens peuvent sortir de chez eux. Exact. Ben, sinon, ils ne pouvaient pas sortir. La première trousse culturelle, les gens étaient vraiment, comme on dit, là, enfermés chez eux. Donc, c'est vraiment du porte-à-porte qu'on a dû faire. Aller le déposer à la porte. On a téléphoné les gens. On leur donnait tous un rendez-vous. Puis, donc, ça aussi, aller à la rencontre d'eux, on va sonner chez eux, puis il y avait l'impression d'avoir gagné le million. Ça fait vraiment du bien. Ah, j'imagine, ouais. Ouais, pour les personnes plus isolées, voir quelqu'un à leur porte, ça a dû faire beaucoup, beaucoup de bien, là. Mais merci à toutes, je dirais. Jérôme, merci à toi aussi. Mais on était très contents d'avoir ce beau panel de femmes cet après-midi avec nous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, sera diffusé sur les réseaux sociaux et sera partagé sur le site web de la pépinière, donc pépinière.co. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous enverrai aussi par courriel les liens pour la vidéo. Donc, si vous avez des questions, même pour nos panélistes, n'hésitez pas à m'écrire. Et encore, merci à tous d'avoir été présents cet après-midi et bonne fin de journée à tous. Merci, bye.